Ok. Oui. Ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Monsieur Jared Taylor en français. Bonsoir, Jared. Bonsoir, comment ça va? Mais très très bien. Mes auditeurs vous connaissent car je vous avais interviewé plusieurs fois, dont déjà une fois en français. Donc ce sera un plaisir de recommencer. J'ai eu beaucoup de demandes à ce que l'on recommence, évidemment en français pour nos amis francophones. C'est un grand honneur d'être invité, merci beaucoup. Alors nous souhaitions parler pour la plupart de nos, justement des francophones qui ne suivent pas la politique américaine, des résultats des midterms qui ont eu lieu il y a quelques semaines et qui ont été rapportés dans la presse, en tout cas en France, comme ayant été une splendide victoire du camp démocrate. Et donc je voulais avoir votre avis sur ce qu'il en est en réalité et sur les particularités de ce midterms 2018. Oui, ces élections de mi-mandat, on peut très bien les caractériser comme une victoire pour les démocrates. Et il y avait beaucoup d'élections qui étaient très très difficiles à décider le jour après. Et petit à petit, beaucoup de ces élections se portent vers les démocrates. Et maintenant, il est bien clair que les démocrates dans le Congrès, ils ont gagné au moins 33 sièges. Et selon les résultats qui vont arriver dans les prochains jours, ils pourraient gagner de 35 jusqu'à 40 sièges. Ça, c'est quand même une victoire considérable. Et maintenant, au Congrès, les démocrates sont majoritaires. Et le résultat d'être majoritaire, ils peuvent contrôler toutes les enquêtes sur le président. Il y a même des démocrates un peu enragés qui parlent de impeachment. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais l'idée de limoger le président. Et ça, c'est un processus qui commence dans le Congrès. Et dans le Sénat, les républicains ont gagné une siège, 2 sièges peut-être, mais eux, ils avaient prévu d'en gagner 4 ou 5. Et aussi, pour les gouverneurs des États, il y avait des changements brusques vers les démocrates. On peut dire que ça a été une défaite assez cinglante pour les républicains. Alors, une des particularités qu'il me semble avoir observé, c'est que nous avons vu un vote ethnique assez important cette année. Oui, oui, pour les non-blancs en particulier. Les non-blancs votent massivement pour les démocrates, selon les sondages des gens qui sortent des urnes. Et maintenant, on a des échantillons suffisamment grands pour en tirer de bonnes conclusions. Chez les non-blancs, 76% ont voté démocrate et seulement 22% ont voté républicain. Chez les blancs, il y avait un changement par rapport aux élections présidentielles de 2016, où les Blancs ont voté 60% pour les républicains et 40% pour les démocrates. Il y avait un virement vers les démocrates. C'est un peu surprenant. Seulement 54% des Blancs ont voté républicain et 44% ont voté démocrate. Et le changement chez les Blancs est vraiment remarquable dans les grandes villes. Les grandes villes ont composé à peu près 20% de l'électorat. Et dans les grandes villes, les Blancs ont voté 63% pour les démocrates et seulement 34% républicains. C'est seulement dans les banlieues et dans les rurales, les circonscriptions plutôt agricoles, où les Blancs ont voté vraiment considérablement pour les républicains. Dans les circonscriptions agricoles, 63% ont voté républicain aux banlieues. Et les banlieues, c'est à peu près 50% de l'électorat américain. 57% des Blancs ont voté républicain. Mais ce qui est quelque chose qui me frappe, comme toujours, les Noirs ont voté à 90% pour les démocrates. Ça, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Et ce qu'on appelle les hispaniques, les gens de l'Amérique latine, eux, ils ont voté 70% pour les démocrates. Mais ce qui est toujours curieux, les Asiatiques, ils ont voté encore plus massivement
que les hispaniques pour les démocrates, c'est-à-dire 77%. Ça, c'est quand même extraordinaire parce que les asiatiques, ils gagnent plus d'argent que les blancs et on pourrait croire qu'ils auraient un point de vue un peu plus conservateur pour les politiques. Mais les non-blancs, les démocrates deviennent de plus en plus le parti des non-blancs. Mais par contre, les blancs divisent leur voix. Je connais un expert dans la politique américaine. C'est un professionnel qui a travaillé toute sa vie dans la politique. Il m'a dit que, étant donné que le Parti démocrate est en train de devenir le parti des non-blancs, et étant donné les expressions vraiment de détestation à l'égard des blancs qui viennent des démocrates, surtout les démocrates non-blancs, par réaction, dans 10 ans, 80% des blancs vont voter républicain. Je ne suis pas persuadé, mais c'est un type qui a passé pratiquement toute sa vie à étudier les tendances politiques. Mais c'est une division importante chez nous, la division raciale. Pourtant, le président Trump se pâme d'avoir réussi, et en tout cas, si on peut croire les chiffres, ça a l'air d'être le cas, que le chômage, par exemple, dans les communautés afro-américaines, a rarement été aussi bas qu'aujourd'hui. Donc il y a un succès économique qui bénéficie à ces minorités ethniques américaines. Oui. Pourtant, oui. Il n'y a pas de, si je puis dire, récompense au niveau des urnes. Comment vous expliquez cela ? Parce que les Noirs ne vont jamais voter républicain. C'est quelque chose pratiquement de leur DNA de ne pas voter républicain. Il y avait une élection assez intéressante dans la Michigan. Il y avait un pilote d'hélicoptère qui s'appelle John James, qui est noir, qui était le candidat pour le Congrès, le candidat républicain. Et les républicains ont cru que les Noirs vont voter pour un Noir parce que c'est souvent le cas, mais lui, il a reçu seulement 9% des votes des Noirs parce qu'il est républicain. La solidarité, la mentalité partisane vers les démocrates est encore plus forte chez eux que la solidarité raciale. Pour les républicains, c'était une grande déception. Mais depuis des décennies, les républicains disent si on fait vraiment un grand effort pour attirer les Noirs, on peut passer les chiffres de 9% jusqu'à peut-être même 15 ou 16%, et ça n'arrive jamais. Je crois que c'est quelque chose d'impossible chez les républicains d'attirer beaucoup de Noirs. Et par contre, parfois, on réussit avec les hispaniques. Ce qui est un peu curieux parce que les hispaniques sont plutôt pauvres et comme vous savez, les démocrates sont des gens qui soutiennent des programmes de subvention pour les logements, pour les soins médicaux, etc. Et aussi, ce sont les démocrates qui encouragent beaucoup d'immigration du tiers-monde. Mais c'est curieux chez les hispaniques. Beaucoup de hispaniques qui sont déjà arrivés aux États-Unis, surtout ceux qui sont venus légalement, et il y en a, ils sont contre l'idée d'abolir les frontières des États-Unis parce qu'ils ne veulent pas que les États-Unis deviennent Mexique ou Guatemala. Et pour cette raison-là, on peut parfois attirer certains votes des hispaniques. C'est comme je viens de dire, c'est les Asiatiques qui sont vraiment une curiosité. Ouais. À l'heure actuelle, ils ne sont que 3% de l'électorat parce qu'ils sont 5% de la population, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore citoyens. Mais ceux qui votent massivement démocrates, et à ma surprise en plus. Est-ce que vous avez une théorie sur la raison pour laquelle ils votent démocrates, les Asiatiques ? Effectivement, non. C'est quelque chose qui m'est mystérieux. D'accord. Il faudrait que je fasse un travail un peu plus approfondi à cette question parce que c'est un phénomène qui date depuis quelque temps. Et je me dis toujours quand les résultats, mais pourquoi ? Et j'ai cherché un peu, mais il n'y a vraiment pas de théorie, pas de théorie qui me convienne. C'est peut-être le cas que l'idée d'augmenter l'immigration, pour une raison ou autre, chez les Asiatiques, c'est quelque chose qui les attire bien plus que les Hispaniques. Peut-être c'est parce que les Chinois, par exemple, les Coréens, ils n'ont pas peur que les États-Unis deviennent plus comme la Chine ou comme la Corée, parce que ce sont des sociétés plutôt réussies.
tandis que si vous êtes guatémaltèque ou si vous êtes mexicain, vous n'aimerez pas quand même que les États-Unis deviennent plus mexicains ou guatémaltèques. C'est une petite théorie à moi, mais je ne sais pas si c'est le cas. Quant aux Afro-Américains, alors vous mentionnez qu'ils préféreront voter démocrate, quand bien même le candidat serait un blanc ou une blanche, on a vu beaucoup de femmes, plutôt qu'un candidat de leur ethnie, mais républicain. Là aussi, donc en fait, ça va à l'encontre de ce qu'on voit, par exemple, en Afrique, où il y a des votes ethniques. Bon, c'est pas la même chose, évidemment. Oui. Que font les démocrates pour avoir autant de succès auprès des populations afro-américaines? Il faut dire, dans le cas de John James, dont je vous ai parlé, il est marié à une femme blanche. Et il faut dire que les femmes noires détestent les hommes noirs qui se marient avec des femmes blanches. Et ça jouait peut-être à l'encontre de son succès. C'est un aspect de la situation. Pour les démocrates, c'est surtout le fait que les démocrates ont toujours voté pour augmenter les préférences raciales, pour l'admission pour être reçu dans l'université. Ils ont toujours voté et soutenu les idées des quotas. On ne parle pas des quotas, mais il faut que les grandes sociétés embauchent un certain pourcentage de Noirs. Autrement, on peut avoir des procès de discrimination contre les Noirs. Aussi, les subventions pour les pauvres, les subventions soins médicaux, logements, etc. Les démocrates ont toujours été bien plus forts dans ces domaines que les républicains. Les républicains, ils sont des gens qui préfèrent ne pas avoir d'ingérence de l'État dans beaucoup de domaines de la vie. Les démocrates, c'est le contraire. Les démocrates croient que l'administration peut faire beaucoup de bien, surtout pour les pauvres, et étant donné que les Noirs sont systématiquement plus pauvres que les autres, les Noirs en bénéficient, ils comprennent très bien, ils votent systématiquement démocrate. Alors, un phénomène qui n'a pas été reporté dans les médias en Europe, mais que l'on a pu constater, c'est, peut-être pas pour la première fois, mais on a vu qu'il y a aujourd'hui un électorat musulman aux États-Unis et qui a pu élire un certain nombre de représentants aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau? Oui, pour la première fois, on aura 2 femmes musulmanes. Enfin, on a déjà eu un homme musulman, c'était un noir converti. Il s'appelle Keith Ellison, il a été élu dans l'État de Minnesota au Congrès en 2007. Et cette année, il s'est présenté comme, on dit, attorney général de l'État de Minnesota, c'est-à-dire qu'il est le chef de l'administration des droits légaux au Minnesota. Il a réussi, il a été élu. Mais ce qui est curieux avec une femme qui s'est présentée en Minnesota pour le suivre, elle s'appelle Ilhan Omar et c'est une immigrante somalienne. Et c'est la première fois qu'elle se présente pour le Congrès et c'est pas un endroit, ce n'est pas une partie des États-Unis qui est remplie de beaucoup de musulmanes. Son circonscription, c'est 67% blancs et seulement 17% noirs, et 6% asiatiques et 9% hispaniques. Il est possible qu'il y ait certains Arabes, mais il n'y a pas de grande concentration d'Arabes dans le Minnesota. Mais c'est une circonscription des banlieues de Minneapolis, qui est la grande ville de Minnesota, qui a toujours été extrêmement à gauche. C'est une circonscription majoritairement blanc qui a élu le premier musulman au Congrès, le Keith Ellison. Et il a fait un petit scandale parce qu'il a prêté serment avec sa main sur le Coran, au lieu de prêter serment sur la Bible, qui est vraiment la tradition. C'est la première congressman dans l'histoire des États-Unis qui a fait ça.
Donc c'est une femme somalienne qui l'a suivie au Congrès, mais toujours dans cette circonscription qui est majoritairement blanc, de 67%. C'est quand même remarquable. Ça indique à quel point on peut toujours avoir des blancs qui sont à gauche en Amérique. L'autre femme musulmane qui est arrivée au Congrès, elle s'appelle Rachida Tlaib. Elle est palestinienne. Donc encore, ce n'est pas une noire américaine convertie. Elle est née quand même aux États-Unis, mais elle est super palestinienne. C'est une identité extrêmement musulmane, palestinienne. Mais là, les Blancs sont minoritaires. C'est une circonscription vers le Détroit qui a été depuis les années 60, la grande ville américaine qui était typiquement dominée par les Noirs. Et sa circonscription, les Blancs sont minoritaires à 33%. 56% sont noirs. Et donc, c'est pas tout à fait incroyable qu'ils élisent un non-blanc, mais tout de même, une palestinienne, c'est quand même un fait curieux. Mais voilà, deux femmes musulmanes. Elles sont tous les deux vraiment super à gauche. Ils veulent abolir ce qu'on appelle ICE, ça, c'est l'administration qui contrôle l'intérêt des États-Unis pour déporter, pour expulser les immigrants clandestins. Ils veulent abolir cet aspect de l'administration. Et aussi, ils veulent payer des assurances, enfin payer des soins médicaux pour tout le monde. Abolir l'assurance privée. Aussi, il y en a, enfin, eux, ces deux-là sont parmi eux qui disent qu'il faut limoger le président Trump. On va commencer le processus pour éliminer le président. Ce sont vraiment des filles radicaux, mais et dans un cas, ils ont été soutenus par une circonscription qui est majoritairement blanc. Vous aviez mentionné également auparavant que dans la campagne, nous avions, et d'ailleurs on a pu le remarquer, il y a eu des propos venant des démocrates extrêmement agressifs, venant même de l'ancienne candidate Hillary Clinton, qui en appelait presque à l'insurrection armée. C'est étonnant pour un parti qui est contre les armes d'ailleurs. Et de certains candidats, et de certains médias surtout, j'ai entendu beaucoup de gens dans les médias qui avaient des propos extrêmement racistes envers les Blancs, devant tout le monde, sans avoir de conséquences légales. S'ils avaient mis le mot juif au lieu de blanc, ou même le mot noir, ils auraient eu des problèmes. Oui. C'est un phénomène de plus en plus marquant surtout sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, etc. Si vous dites sur Twitter, par exemple, moi, je déteste les Juifs, je déteste les Noirs, alors votre compte sera retiré, aboli, vous serez banni. Mais il y avait un compte Twitter qui n'a fait que assembler des gens sur Twitter, des gens avec le blue checkmark, ça veut dire l'indication qu'ils sont des gens authentiques, le cachot, enfin, c'est-à-dire un petit truc qui indique que voilà, c'est vraiment ce journaliste du New York Times, etc. Il a accumulé les tweets de ces gens-là, vérifiés par Twitter, qui exprimaient leur détestation pour les Blancs. Il y en a beaucoup qui écrivent carrément « je déteste les Blancs » ou bien ceux qui disent les Blancs ne sont pas en train d'avoir suffisamment d'enfants pour soutenir leur population. Ils ont vers l'extinction et le plus vite possible, ça serait le mieux. Il y a des gens qui font des tweets comme ça. Il n'a qu'à accumuler ces tweets-là et pour les retweeter. Et mes tweeters, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas éliminé les comptes qui ont exprimé cette détestation vers les Blancs. Ils ont éliminé le compte qui a accumulé et montré à quel point c'est répandu sur Twitter. C'est tout à fait incroyable. La tendance, le préjugé à l'égard des Blancs chez les grands médias, les médias électroniques, c'est tout à fait extraordinaire. Peut-être, vous avez entendu parler d'une femme qui s'appelle Sarah Jeong. C'est une Coréenne
Elle est venue aux États-Unis à l'âge de 12 ans, je crois. Elle est citoyenne naturalisée. Et maintenant, elle est sur le conseil d'administration du New York Times. Pour une jeune femme de 28-29 ans, c'est vraiment une honneur extraordinaire. Mais il se trouve qu'elle aussi, elle avait émis des tweets selon lesquels elle déteste les Blancs, surtout les Blancs, les hommes blancs. Et c'est incroyable que le New York Times, qui ne considérait jamais pour un tel honneur quelqu'un qui a écrit quelque chose de pareil sur les Noirs ou les Mexicains, etc., ont nommé au conseil d'administration une telle femme. Non, c'est remarquable. Mais c'est pas quelque chose qui a eu apparemment un effet sur les élections de mi-mandat de cette année-ci. Je crois que petit à petit quand même les femmes blanches qui ont une tendance à voter démocrate, quand ils se rendent compte à quel point il y a les démocrates officiels qui s'expriment de cette manière-là, ils vont se rendre compte à quel point leurs intérêts sont chez les républicains et pas du tout chez les démocrates. Alors, ces médias comme le New York Times, comme CNN, comme d'autres, ou ces grands réseaux, Twitter, Facebook et autres, est-ce qu'ils sont à ce point est-ce qu'ils tolèrent, ou en tout cas laissent s'exprimer de manière visiblement coordonnée, ou en tout cas c'est une mode où visiblement il y a tout d'un coup une possibilité de le faire, est-ce qu'ils sont de propriété de gens qui sont justement noirs, mexicains, ou de ces minorités qui ont des problèmes ou qui sont pauvres aux États-Unis, ou sont-ils de propriété de blancs? Donc, et auquel cas, pourquoi ces propriétaires laissent ce genre de choses? Quel est leur avantage plutôt? C'est ça qui est mystérieux. Il y a chez les gauchistes blancs, c'est un peu à la mode de s'afficher comme anti-blancs. Parce que, comme ça, c'est une indication de leur évolution morale. Eux, ils ne se diraient pas que eux, ils sont racistes. Mais s'il y a un blanc de gauche qui dit alors, voilà les républicains, ils sont tous racistes. Ils ont vraiment augmenté leurs injures. Maintenant, ils disent suprémacistes blancs. Voilà, ça c'est l'injure du jour pour les républicains et les conservateurs. C'est une manière de se montrer évolué et vertueux. Mais c'est quelque chose que vraiment je comprends avec difficulté. Mais dans les grands médias, c'est une sorte de anti-blanchisme qui est tout à fait à la mode. Mais ce qui est vraiment abominable, c'est ces gens-là. Moi, quand j'ai la possibilité de parler avec eux, je leur propose l'idée. Alors, je leur dis, alors vous êtes pour l'intégration raciale. Vous croyez que toutes les races doivent vivre ensemble amicalement. Alors, il y a un acte d'intégration significative que vous pourrez faire facilement, et ce serait d'acheter une maison dans un quartier noir. Mais ils ne le font jamais. Les gens, les propriétaires, les grands classiques du New York Times, du Washington Post, ils avaient toujours dans les banlieues blancs. Et leurs enfants ne vont pas dans les écoles publiques où on peut faire se poignarder dans les couloirs par un noir drogué. Non, pas du tout. Ils envoient leurs enfants dans les écoles privées. Il y a une hypocrisie totale dans ce domaine. Mais c'est une hypocrisie qui n'est jamais mise à jour. On ne trouvera jamais un article dans les grands médias sur le fait que tous ces gens-là qui prônent la diversité, qui disent que la diversité c'est la plus grande force des États-Unis, leur vie à eux, il n'y a presque pas de diversité là-dedans. Du tout. Leur amour pour les non-blancs, c'est artificiel, c'est abstrait. Vraiment, dans leur vie à eux, ils côtoient vraiment rarement les gens qui ne sont pas blancs. Alors, ces derniers jours, on a entendu de plus en plus parler d'une potentielle guerre civile. Alors, fantasme, possibilité dans ces prochaines années, et surtout, si c'était une possibilité, sous quelle forme? Moi, je crois qu'il n'y aura pas de guerre civile. Je n'imagine pas une guerre civile pour plusieurs raisons. La vie des
blancs aux États-Unis. Et c'est toujours plus ou moins confortable. Leur vie n'est pas menacée physiquement, directement, violemment. Et en plus, il y a autre chose, c'est que la police et l'armée américaine, ils vont suivre les ordres, je crois. On imagine très très difficilement une guerre civile comme la guerre nord-sud des États-Unis d'il y a 150 ans. À cette époque-là, il y avait les États, même 13 États des États-Unis, ont décidé de quitter les États-Unis. Ils ont formé une administration, un gouvernement, une armée, des PTT. C'était vraiment un pays indépendant. Et voilà, il y avait deux armées qui se sont affrontées. Très difficile à imaginer quelque chose de cette taille-là. Il est peut-être possible qu'il y aura un État ou une comté, une partie d'un État, une ville qui va dire non, on en a ras-le-bol, on va résister, mais vraiment une guerre civile avec beaucoup de monde qui s'entretue, à ce point-là, je crois que, enfin, surtout pendant les 20 ans, les 30 ans qui viennent, moi, je vois difficilement un résultat comme ça. Et il faut dire que quand j'étais en Europe récemment, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui disaient que il y aura une guerre civile en Europe contre les musulmans. Moi, là aussi, je trouve un peu difficile à croire qu'il y aura quelque chose à ce point-là. Non, pour moi, ce genre d'affrontement vraiment violent, sanguinaire, c'est difficile à imaginer, mais on ne peut pas les exclure. Alors c'est vrai que la définition d'une guerre civile, elle est particulière. En revanche, est-ce que vous imaginez que, en cas où l'économie n'irait plus aussi bien dans le futur, qu'il puisse y avoir des situations d'insurrection ou de troubles beaucoup plus importants que ce qu'a connu les États-Unis en 1968 ou à Los Angeles en 1993, je crois, de mémoire. Oui, 92, 92. Oui, après, oui. Non, enfin, bon, oui, on a eu pas mal d'insurrections de ce genre, mais ça, c'est pas à cause des problèmes économiques. Il y a des raisons ponctuelles, c'est souvent des affrontements entre la police et les Noirs qui provoquent ce genre d'insurrection. On a eu ça à Miami, on a récemment à Ferguson et à Baltimore, mais de plus en plus, pour faire plaisir aux Noirs, on nomme des policiers noirs qui font des patrouilles dans les quartiers noirs. Et souvent, ce sont des officiers qui n'ont pas vraiment les compétences nécessaires, mais on les choisit parce qu'ils sont noirs. Mais l'idée, c'est de maintenir la paix, parce qu'on ne peut pas dire qu'un policier noir qui tue pour des raisons un peu obscures un jeune noir, on ne peut pas dire qu'il est raciste. Et c'est une manière de contenter les Noirs, mais aux frais d'avoir une police qui est efficace et aussi incorruptible. C'est vraiment un grand problème. Mais c'est pas une question, c'est pas pour les questions économiques normalement que les gens, que les Noirs se font des émeutes. Alors il reste 2 ans au premier mandat de Trump avant, en tout cas sa candidature à sa propre réélection, probable. Enfin en tout cas la candidature est probable. Oui. Comment vous voyez ces 2 prochaines années? Les 2 prochaines années seront très difficiles pour Donald Trump. Je crois qu'il a gaspillé en quelque sorte les 2 premières années de son mandat, parce qu'il avait la majorité, les républicains avaient la majorité dans le Sénat et aussi dans le Congrès. Mais en quoi a-t-il vraiment dédié ses efforts pour réduction des taux de taxes? Ça, c'est quelque chose de typiquement républicain. Aussi, se battre sur ce qu'on appelle Obamacare, ça, c'est le système de soins médicaux qui a été installé par Obama. Il n'a pas fait ce qu'il avait promis de faire, c'est-à-dire construire un mur à la frontière mexicaine. Il n'a pas essayé d'éliminer le droit de sol c'est-à-dire que les immigrants clandestins qui ont un enfant aux États-Unis, leurs enfants sont automatiquement citoyens américains. Il avait dit qu'il se battrait contre ça. Aussi, il y avait des amnesties exécutives, des amnesties qui ont été déterminées par
le président Obama pour les enfants qui ont été amenés clandestinement aux États-Unis. Obama a dit, amnistie pour eux, on va pas les renvoyer chez eux. Donald Trump, il aurait pu faire un bien plus grand effort dans ce domaine. Il a réduit le nombre de réfugiés qui sont admis aux États-Unis, mais pas autant qu'il aurait pu faire. Et je crois que maintenant, avec tous ces projets-là, il aura bien plus de difficultés parce que le Congrès est dans la main des démocrates. Le Sénat est toujours majoritairement républicain, mais il n'a pas vraiment fait le grand effort comme il a promis. Et donc, je suis déçu. Mais je suis persuadé qu'il sera mieux que n'importe quel autre candidat que proposeraient les républicains. Et bien sûr, il sera bien mieux que n'importe quel candidat démocrate. Et s'il se présente en 2020, et probablement il va se présenter, je voterai assurément pour Donald Trump. Alors peut-être dernière question. Aujourd'hui, les démocrates, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les démocrates n'ont pas été au pouvoir et on a vu une violence verbale extrêmement aiguë. S'il devait arriver au pouvoir, quand sera-t-il? C'est difficile à dire. Comme vous savez, chez nous, on a ce qu'on appelle les antifas. C'est eux qui sont violents, de la vraie violence. Et il est très difficile pour les démocrates de les condamner d'une manière sévère. Cette violence verbale chez les démocrates, on parle, mais même, comme vous savez sans doute, il y a des gens dans l'administration de Trump, et si dans leur vie privée, s'ils vont dîner quelque part dans un restaurant, il y a des gauchistes qui arrivent, qui hurlent et qui les renvoient vraiment d'un restaurant. Et l'autre jour, il y avait un groupe qui ont fait une manifestation dans la maison, devant la maison, d'un type qui s'appelle Tucker Carlson. Il est sur Fox News, il est très conservateur, et ils ont fait une manifestation devant sa maison privée. C'est un journaliste, c'est ça? Oui, oui. Mais les démocrates qui sont vraiment en chef de la partie, ils condamnent ce genre de comportement. Il y a une intolérance chez les gauchistes qui devient de plus en plus aiguë. Mais je crois que ça ne sera pas quelque chose qui sera parrainé directement par la partie démocrate. Mais ce sont des gens qui n'ont pas d'affiliation directe avec les démocrates qui vont agir de cette manière-là. Je suis un peu surpris du fait qu'on n'a jamais eu une manifestation devant ma maison à moi. Je suis très facile à trouver, mais on n'a jamais fait. Mais petit à petit, ça va devenir plus courant, je crois. Très bien. Comment les gens peuvent en savoir plus sur vous et sur American Renaissance? Notre site internet, c'est amren.com, amren.com. Et aussi, nous avons une chaîne vidéo. La plupart de nos vidéos sont en langue anglaise et pour les anglophones, on peut nous écouter. On a probablement plus qu'une centaine de vidéos sur notre chaîne YouTube. Et donc YouTube, American Renaissance, vous tomberez sur notre chaîne. Il y a peut-être une demi-douzaine d'interviews, d'émissions en français, mais pour la plupart, c'est en anglais. Et je crois que les gens aiment beaucoup actuellement les vidéos. Et nous, on en fait peut-être une par semaine. Et donc, amren.com et aussi American Renaissance chaîne YouTube. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Jared Taylor, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, c'est un grand honneur.